Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne. Nous sommes le 1er juillet, lendemain du premier tour des élections législatives anticipées. 3 semaines après la dissolution de l'Assemblée nationale, une vague bleu marine a déferlé sur le pays et sur notre département, dont la 13e circonscription, pourtant bastion historique de la gauche. Reportage Gladys Sosroth. L'espoir, oui, l'espoir est encore permis pour le nouveau Front populaire. Cette semaine, Pierre Dharréville devra gagner près de 6000 voix dans la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône pour espérer garder sa place à l'Assemblée nationale. Les jours qui arrivent vont être cruciaux. Je serai dans les rues de la circonscription, aux portes des entreprises, dans tous les lieux où il y a de la vie et où il y a de l'espoir. Parce que c'est ensemble que nous allons changer les choses, et je pense que beaucoup de femmes et d'hommes sont inquiets du paysage qu'ils découvrent ce soir et ont envie d'y faire échec et de s'engager pour justement ouvrir des perspectives. Donc oui, je serai en campagne évidemment, mais bon, je vais faire le travail que je fais depuis longtemps, un travail de dialogue, d'écoute. On me connaît dans cette circonscription, un travail de rassemblement. Ça nous permet d'envisager de l'emporter dimanche, mais pour cela, il faudra que tous ceux et celles qui ont envie de voir un député porter ces valeurs de la République, de liberté, d'égalité et de fraternité, se mobilisent toutes et tous. Pour le Rassemblement national aussi, la semaine s'annonce chargée. Emmanuel Foucard sera sur les marchés de la circonscription. On va être sur le terrain, les documents vont être imprimés dans la nuit pour pouvoir être efficace et rapide, être dès mardi matin, être sur les marchés. Mais il y a aussi aller à la rencontre des citoyens chez eux, sur les secteurs où on a été très fort, parce qu'il faut s'assurer de la victoire. On a un petit réservoir de voix avec les voix de Reconquête et de Debout la France, mais il vaut mieux assurer la victoire. Elle est dans les secteurs où on a été très fort pour aller chercher encore les abstentionnistes. Dans les villes de la 13e circonscription, les maires de Martigues, Gaby Charroux et de Istres, François Bernardini, appellent à faire barrage dimanche prochain. Et on écoute justement la réaction de François Bernardini, le maire d'Istres. Sur notre commune, on peut considérer que le résultat est malheureusement similaire à ce que nous trouvons dans les autres territoires, puisque le Front National fait une percée assez importante. Le candidat Pierre Dharréville lui-même aussi augmente son score, mais le différentiel est un peu important. Je le regrette parce que ça ne répond pas à ce que nous attendions, et ça ne répond pas surtout à la façon dont nous avons mené ce combat, et surtout par rapport au bilan assez prestigieux de Pierre Dharréville. Et c'est en ce sens que c'est pour moi une déception. J'appelle tous les républicains, tous ceux qui ont cette âme chevillée au cœur, de faire acte de manière très officielle de leur vote pour effectivement aider le candidat Pierre Dharréville à conserver sa circonscription, bien sûr. Ça me paraît naturel, hein. Je crois que tous ceux qui partagent cette vision n'ont pas de doute, de tergiversation, ils vont se mouvoir naturellement vers le candidat Pierre Dharréville. On reste dans la 13e circonscription afin de poursuivre ce volet consigne de vote et report de voix avec la candidate Ensemble Lila Lockman. Dans un communiqué de presse, la candidate qui a récolté 12,33% des suffrages a appelé ses électeurs à reporter leur voix en soutien au député sortant Pierre Dharréville. On l'écoute au micro de Cyrielle Blazikowski. Sans avoir à attendre des consignes du national, c'était même l'essence même de notre engagement, faire barrage, faire front au Front National, nos passarans dès le départ, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui. L'heure est grave, l'heure est de réfléchir au devenir de la France et d'imaginer immédiatement sa future recomposition, qu'elle se fasse dans une coalition de centre avec le nouveau Front populaire. Moi, en tout cas, je n'ai aucun souci à cela. Le seul ennemi de la France et le seul ennemi de la République, cela reste le Rassemblement national. Donc aujourd'hui, nous appelons
toutes les voix qui n'ont pas voulu s'exprimer. Les abstentionnistes, nous sommes quand même à près de 40% dans notre circo à ne pas nous être rendus aux urnes. Il y a aussi ceux qui n'ont pas fait le choix de voter pour Pierre Darville ou pour moi-même. Je les appelle aussi, tous ces démocrates, tous ces républicains, à se ranger derrière le candidat Pierre Darville pour sauver l'honneur de notre territoire et que notre territoire reste profondément attaché à la République. Dans son communiqué, Lila Lockman a également dénoncé un problème de procuration. Je cite, « Un nombre très important de procurations ont été refusées à Istres, ce qui a pu rendre le scrutin insincère. » Fin de citation. La candidate d'Ensemble se réserve le droit de porter un recours auprès du Conseil constitutionnel à l'issue du scrutin. Direction la 12e circonscription qui regroupe 9 villes dont Marignane, Châteauneuf, Côte-Bleue ou bien encore Vitrolles. Le député sortant Franck Alizio, Rassemblement National, a été réélu dès le premier tour. La candidate du nouveau Front Populaire, Marilyn Zurka, est arrivée, elle, deuxième avec 24,10% des suffrages. On écoute tout de suite la réaction de Franck Alizio. Quel est votre ressenti sur ces premiers chiffres de la soirée ? Un excellent ressenti, enfin le sentiment d'un travail accompli collectif, puisque c'est les Français qui font ce travail depuis les Européennes, qui continuent à le faire de manière à redresser le pays et à faire enfin des choix politiques clairs, y compris pour notre département, y compris pour la Côte-Bleue, l'étang de Berre, dont je suis élu et dont je peux vous le confirmer à l'heure où je parle, réélu ce soir. Direction Marseille, où la candidate Ensemble Sabrina Agresti-Roubache a annoncé son désistement. Ce soir, le choix a été clair, 45% pour le Rassemblement National et 27% pour le nouveau Front Populaire. Évidemment, je me retire. Je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent ici. Il n'était même pas imaginable que je puisse me maintenir. Dans ces conditions, chose très simple, vous voyez, je l'avais en 2022, je me rappelle de ce que le candidat Thibault Rosic avait fait. Donc je le dis, dans ma circonscription, pas une voix pour l'extrême droite, pas une voix pour le Rassemblement national. Marseille, toujours dans la 7e circonscription, Sébastien Delogu, candidat LFI, a quant à lui récolté près de 60% des suffrages. Il a donc été réélu dès le premier tour. Je suis fier de la gauche marseillaise et surtout de la France insoumise parce que c'est le premier parti politique avec autant de militants acharnés à essayer de faire reculer l'extrême droite de ce pays. Un autre espoir est né, celui des gens réglo, des personnes qui se mêlent réellement du quotidien des gens, qui vont les voir dans leurs appartements, qui font du porte-à-porte, qui les reçoivent dans une permanence, qui essayent de les aider. Je ne suis pas seul. Je suis pas seul ici dans les quartiers nord de Marseille et à Marseille en règle générale. Et j'espère que une nouvelle histoire commence ce soir, celle qui pourra prouver que nous avons fort à faire ici dans cette ville et nous le prouverons dans les prochaines échéances. Une semaine pour lui barrer la route, c'est le gros titre du journal La Marseillaise ce matin. On parle du Rassemblement National pour le directeur éditorial du journal Léo Purguette. Même si le RN est omniprésent lors de ces législatives, le pire n'est jamais certain. Il nous explique pourquoi au micro de Didier Gesualdi. L'histoire de France, son histoire politique, démontre que les scénarios qui sont écrits à l'avance peuvent parfois être déjoués par la volonté populaire. On l'a vu tout au long de la soirée, les forces de gauche, mais aussi le camp présidentiel ont appelé à des désistements républicains. On voit de plus en plus que ce vote n'est pas un vote de colère, mais un vote d'adhésion, un choix. Et c'est évidemment plus complexe pour faire changer d'avis. L'extrême droite est très fortement présente dans ces seconds tours, mais elle ne fait pas 50% partout et donc tout est encore possible. Vous croyez au sursaut républicain? Ça sera ma dernière question. Oui, je pense que dans beaucoup de circonscriptions, il est possible qu'ils réussissent, notamment parce que
On le disait, il n'y a pas forcément une adhésion au candidat qui sera en face du Rassemblement national, mais dans beaucoup de territoires, le rejet du Rassemblement national reste majoritaire, du moins sur le papier. Et dans la cité phocéenne, on le disait tout à l'heure, Sabrina Agresti-Roubache et Lionel Royer-Perrot se sont désistés pour tenter de faire barrage au RN. La gauche a tout de même résisté avec Henrik Davy, un point derrière son concurrent Franck Licori dans la 5e circonscription. Et dans la 2e, Laurent Lardit arrive 2e devant la candidate Ensemble. À la page économie, le prix du gaz, la facture augmente dès aujourd'hui en pleine campagne législative où le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des Français. La facture moyenne de gaz augmente de près de 12% pour des millions de Français. Elle va grimper en moyenne annuelle de 124 €. Cette hausse est due principalement à la revalorisation des coûts d'entretien gazier et au rebond des prix du gaz sur les marchés. Éducation, l'examen du brevet des collèges a démarré aujourd'hui. Près de 860 000 élèves de 3e ont planché ce matin sur leurs épreuves de français. Cet après-midi, c'était les mathématiques et demain, ce sera l'histoire, géographie et les sciences. Bon courage à tous les candidats et à tous les parents d'élèves qui font réviser leurs enfants. Allez, du football avec le FCM et son nouveau président Pierre Ventier. On l'écoute au micro d'Hervé Rico. Mon objectif perso, c'est de contribuer à ce que le club se maintienne en Ligue 2, se stabilise économiquement et que les années suivantes s'enchaînent avec le plaisir de rester dans le championnat professionnel, en Ligue 2. Parler d'aller plus haut aujourd'hui, je trouve que ce serait extrêmement présomptueux et inadapté. Mais l'objectif, c'est de stabiliser le club en Ligue 2, d'en faire le 2e club de l'agglomération et de grandir petit à petit mais sereinement. Martigues, il y a longtemps, a été doyen de la Division 2 à l'époque, celle des Guignons, de Louan-Cuiseaux, dont les plus anciens se souviennent. Est-ce qu'une ville comme Martigues, un club comme Martigues, a toujours sa place dans un championnat aussi professionnel que la Ligue 2 ? C'est une bonne question et ça se fera pas tout seul. Aujourd'hui, le club, il a à la fois la chance, si on peut dire, de ne pas avoir la charge d'un centre de formation, qui est très coûteux à faire fonctionner, mais effectivement, on sait qu'on est à l'ombre d'un grand voisin, l'Olympique de Marseille, qui forcément écrase un petit peu tout. Mais je vois pas pourquoi Annecy pourrait jouer en Ligue 2, pourquoi, je prends l'exemple d'Annecy, mais d'autres, pourquoi Niort a pu jouer en Ligue 2 pendant des années, et pourquoi Martigues ne pourrait pas jouer en Ligue 2. Moi, je pense au contraire qu'avec la ferveur qu'il y a autour du football ici, et les moyens dont dispose le club, avec le vivier de jeunes joueurs qu'il y a dans le sud de la France et dans la région, il y a la place pour un club de Ligue 2. Demain après-midi, le nouveau président présentera le nouvel entraîneur du club. Football encore avec les 8e de finale de l'Euro ce soir. La France affronte la Belgique. Rémi Reponti est parti à la rencontre des supporters dans un camping de la Côte Bleue. Reportage. Alors qu'ils sont souvent nombreux à ce moment de l'année sur la Côte Bleue, peu de ressortissants belges sont finalement présents dans nos campings. Et ceux que nous rencontrons... Je crois qu'on est tombé sur les seuls Belges qui sont non footeux. Voilà, non. Ah, oui, Ça oui. existe. Ça existe. Ça existe, oui. J'aime beau dire que je ne suis pas footeux, mais... Non, cette fois, on va gagner. Cette fois, on va gagner. Bon. Allez, Ah, voyez, madame, elle s'intéresse au foot. Hein. Oui, un peu. Moi pas. Mais si la Belgique gagne, vous êtes content ou pas? Naturellement. Oui, moi, mais complètement équilatéral. Véridique, que le meilleur gagne. Voilà. C'est tout ce que je peux souhaiter. Sur la terrasse d'un autre bungalow, 3 amis venus des Hautes-Alpes sont déjà à l'apéro. Vous allez regarder le match ce soir? On va le regarder, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez du score là? Je sais pas trop. Je dirais... J'aimerais bien 2-0 pour la France, mais ça c'est moins sûr. Hein. J'espère qu'on va avoir du beau foot parce que jusqu'à maintenant la France elle nous régale pas. Hein. Faut le dire, hein, ça serait le temps qu'ils se mettent à jouer quoi. Hein. Surtout marquer parce qu'on n'a pas marqué un but pendant une action de jeu quoi. Et les Belges ils vous font peur? Non, absolument pas, on est leur bête noire. Ils vont perdre comme d'habitude. La France va gagner. Combien, je sais pas. Mais elle va gagner. Si les Belges ils font comme le dernier match qui nous aide un peu, qui marque le but contre leur camp, ce serait pas mal aussi. Bon, on n'est pas chauvin, mais... Allez, santé à la France. Eh bien, ça promet pour ce soir. Quelle ambiance! C'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à demain.